Salut à tous, comme tous les mois sur BTLV, je vous propose de revenir sur la cité la plus mystérieuse de tous les temps, l'Atlantide. Cette fois, une question. Si ce monde a réellement existé, que sont devenus les Atlantes? Atlantide et monde perdu, c'est le rendez-vous que vous donne Jean-Marie Beuzelin sur BTLV. Salut Jean-Marie. Bonjour Bob. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois pour évoquer cette cité mystérieuse, je dis la cité la plus mystérieuse du monde. Absolument, c'est un des plus grands mystères de l'humanité. Et dans ce troisième opus, on va aborder quelque chose qui est encore plus mystérieux, c'est qui sont les Atlantes. Et d'après toujours notre fil conducteur depuis le début de cet opus, première partie, on a traité donc des textes de Platon, que nous dit-il. La seconde partie, des localisations potentielles d'après le texte de Platon. Et là, on va aborder enfin une question qui est une question un petit peu polémique, il faut le savoir. C'est que nous dit exactement Platon sur les Atlantes? Oui, cette civilisation qui véritablement fascine, mais qui sont-ils vraiment? Et puis surtout, on verra, on va supposer, on aura des théories, que sont-ils devenus? En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Y a-t-il des héritiers finalement de ces Atlantes? Mais la première question en fait qu'on va aborder, c'est que nous dit Platon sur les Atlantes? Alors, je vais rappeler un petit peu à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent que Platon a écrit 2 livres, Timée et Critias, dans lesquels il évoque l'Atlantide. Il faut savoir que dans Timée, il évoque de manière relativement large l'Atlantide, c'est à la fois son évolution, ses caractéristiques, ses localisations possibles, la guerre avec Athènes et sa disparition en un jour et en une nuit. C'est un véritable désastre. Et que nous dit-il exactement sur les Atlantes? Très peu de choses. Ça se résume en 2 phrases. C'est dingue. Absolument. Il nous dit simplement que ce sont des rois qui gouvernent l'Atlantide ainsi que des îles et des portions de continents. Alors, continent, on a évoqué localisation dans la deuxième émission, ainsi qu'en Europe, jusqu'à la Tyrrhénie, c'est l'Italie orientale, et de l'Égypte, ou plus exactement de la Libye à l'Égypte. Voilà ce que nous évoque, qu'on s'appelle exactement Platon sur les Atlantes. Rien de plus, rien de moins, ça tient en 2 phrases. Est-ce que c'est pas ça aussi qui alimente le fantasme? Ça fait de ces Atlantes des êtres assez secrets. Alors, il va sans dire que si les lecteurs ou lectrices s'arrêtent au premier texte, ils ne savent rien et on ne sait rien sur les Atlantes. Ce qui n'est pas le cas dans le deuxième livre, Timée, où, après Timée, à Critias, il va nous enchaîner sur un certain nombre de précisions. Il y a, 9 clés, pour faire vite. On va essayer de rassembler en 9 clés. Première clé, il nous parle de l'origine des Atlantes. Nous sommes dans une origine divine, semi-divine, puisque, rappelons-le, c'est que les Atlantes sont nés d'une fusion, d'une union entre d'un côté un roi, un dieu, Poséidon, et de l'autre une profane, une terrienne, qui s'appelle Crito. Premier point, l'origine. Deuxième élément, le nombre. Platon précise que cette union a créé 5 couples de jumeaux. 5 couples de jumeaux. Troisième élément également que nous finit Platon, c'est que parmi ces 5 couples de jumeaux, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Atlas, le premier de tous les couples, a prédominance sur l'ensemble de ses frères. Il vient de ses frères parce que les 5 couples de jumeaux, je le précise maintenant, ce ne sont que les hommes. D'accord. Quatrième élément, et ce n'est pas rien, c'est que malgré cette prédominance d'Atlas, pour autant, chacun des rois, donc les 10 rois, ont des districts dans lesquels ils gouvernent. Mais le roi des rois, si on peut faire une espèce de petite comparaison, c'est l'Atlas. Le 6e élément est encore plus intéressant. Encore plus intéressant. Malgré cette prédominance d'Atlas, pour autant, dans le texte de Critias, Platon nous précise exactement qu'il y a une forme de collégialité qui était instaurée dans leur façon d'exercer et de régner. D'accord. Tous les 5 ans, et alternativement tous les 6 ans, ils se réunissaient pour confronter leur point de vue, pour ajuster leur point de vue et prendre des décisions. Donc il n'y a pas de pouvoir absolu. Il n'y a pas de pouvoir absolu, mais dans tout le texte qu'il nous donne, quand s'appelle Platon dans Critias, il précise que c'est Atlas qui a cependant cette primauté. Alors c'est amusant parce qu'on a connu ça un peu dans l'histoire de France, c'est la fameuse loi salique des rois de France, où l'aîné était en quelque sorte, l'aîné masculin était, qu'on s'appelle, destiné à régner. L'autre élément ensuite, c'est que nous avons affaire à des rois qui sont des rois bâtisseurs, des constructeurs, des temples, certes, des palais, oui, d'accord, des ports, des canaux, des systèmes d'adduction d'eau, des systèmes également de circulation, d'amélioration de la nature, bref,
nous avons affaire à des rois qui sont des rois bâtisseurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est très, très, très important. Donc il y a une ingéniosité quand même. Il y a l'ingéniosité, il y a incontestablement, qu'on s'appelle, une forme de... Et on l'a dit un petit peu dans la première émission, et on l'a redit un peu dans la deuxième émission, il y a l'exploitation dans le sens de l'équilibre de tout ce qui était possible. Il y a un autre élément qui est important aussi, et c'est le 7e élément. Les lois auxquelles obéissent donc les rois, les descendants donc, de Poséidon et de Clito, ils obéissent à une loi qui était instaurée par Poséidon. Et il faut souligner, parce qu'on verra après tout à l'heure, il y a une forme de subtilité là-dedans, il faut souligner, c'est que cette loi était gravée sur une stèle d'orichalque. Rappelons-nous ce qu'on avait dit, l'orichalque largement supérieur à l'or, une stèle d'orichalque qui était enfermée dans le temple de Poséidon. Donc ils obéissaient à une loi qui était gravée. Ouais, d'accord. Et on va arriver à ce moment-là, un des éléments les plus étranges et, je le dis franchement, les plus intéressants de ce que nous raconte Platon sur cette descendance, sur ces rois atlantes. Ce sont les noms. Et cette question-là n'est jamais abordée. Ah ouais. Et pourquoi, Jamais. et pourquoi? Je pense que mon chat, on veut certainement raconter des Atlantes qui... alors d'autres Atlantes, certainement, qui peut-être ont existé, je n'en sais rien, mais bon, depuis le début de cette émission, de ces émissions, de cette trilogie, pour l'instant, puisqu'on est au 3e opus là-dessus, on a toujours essayé d'être au plus près du texte de Platon. C'est ça qui est intéressant. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le texte de Platon et non pas des spéculations qui peuvent être certainement peut-être avérées ou pas. Je n'en sais rien personnellement. Ces 5 couples de jumeaux ont des noms. Et à mon sens, ça prend certainement une dimension qui va au-delà des noms. On va le voir tout à l'heure. Je vais prendre le papier parce que je vais citer précisément les différents couples de jumeaux et la traduction. Alors, je précise que cette traduction, c'est pas moi qui fais la traduction, donc je parle ni grec ancien ni grec moderne, malheureusement. C'est une traduction qui est un des meilleurs exégètes donc, du monde grec, un des meilleurs traducteurs, c'est Luc Brisson. D'accord. 5 couples de jumeaux, disais-je. Le premier des noms, c'est Atlas, on l'a cité tout à l'heure. Que dit Platon? Platon précise que c'est à partir de ce nom, que toute l'île de la mer nommée Atlantique tire leur dénomination. Toutes les îles. On ne peut pas être plus clair. On a fait une émission sur la localisation. C'est encore une phrase supplémentaire pour adouber une localisation, certainement, si l'Atlantide a existé, en Atlantique. Le deuxième, donc il y en a Atlas et Mélos, le deuxième, donc, jumeau, Platon est de même excessivement explicite. À son frère jumeau, qui naît après lui, bien sûr, avait reçu pour lui la pointe de l'île du côté des colonnes d'Héraclès, dans la direction du territoire aujourd'hui appelé Gadirique. D'après cette partie de l'île, fut attribué le nom de Mélos en grec, mais Gadiros dans la langue locale. Gadiros, c'est quoi? Ceux qui connaissent le sud de l'Espagne, on a évoqué aussi dans la deuxième émission, c'est Cadix. Cadix, dont l'ancien nom est Gadès. D'accord. Ces deux noms, à mon sens, renforcent la localisation potentielle de l'Atlantide, d'après Platon, en mer Atlantique et au-delà des colonnes d'Héraclès. Oui, c'est ça. Les deuxièmes couples de jumeaux sont encore plus intéressants. Nous avons Amphéres et Évément. Amphéres, qu'on peut traduire donc par un bon gouvernail. C'est une allusion directe, finalement, à l'évocation de qualité de navigateur des Atlantes. Le deuxième, Événement, noble et de bonne race. Nous avons donc affaire à des Atlantes qui sont des bons navigateurs et qui sont de bonne race. Oui, ils sont de bonne race, pourquoi? Parce qu'ils sont d'origine semi-divine, on l'a dit tout à l'heure. C'est ça. Eh oui. Troisième coup, parce que là on est en train de citer tous ces couples de jumeaux qui sont totalement méconnus dans la littérature. Personne n'évoque, c'est comme s'ils n'existaient pas. Hein, oui, nous avons donc Néséas. Néséas, c'est le mot que tout le monde connaît, c'est le mot amnésique, avec le A devant, est tiré de ce nom. Celui qui a une bonne mémoire. Autochtonos, chacun sait ce que c'est celui qui est né du sol. Une allusion directe, en quelque sorte, à la dimension, cette fois-ci, non pas des dieux, divines, mais terriennes. Oui, des humains, enfin des... De Clito. C'est ça. Hein, la femme de... Quatrième, Élasippos, conducteur de cheval, et Mestor. Mestor, c'est, en traduction du grec, ça veut dire le sage. Alors si on combine ces deux-là, conducteur de cheval, le sage, on a presque, finalement, notre proverbe. Qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est un principe